Alors déjà, je pourrais te poser une question. Ah oui, je veux bien. Ah, Est-ce que l'intelligence artificielle existe? Ah, Ah, bonjour et bienvenue à tous dans Deep Talk, nouvel épisode aujourd'hui. Deep Talk, c'est le podcast qui fait intervenir les faiseurs et les décideurs de la data et de l'IA en entreprise. Je suis Rémi Tibi, PDG du cabinet Unique, spécialisé en data, et j'ai le plaisir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'accueillir Angélique Bidot-Verliac. Bonjour Angélique. bonjour. Du coup, on va commencer assez simple. Angélique, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton entreprise, du coup, la SNCF, puisque si je ne dis pas de bêtises, tu es directrice de la performance et de la data au sein de SNCF Connect and Tech. Tout à fait. Donc du coup, je suis directrice data et performance chez SNCF Connect and Tech. Moi, j'ai deux pans. J'ai un pan en fait sur la data, donc tout ce qui concerne en fait la stratégie de la donnée, tout ce qui concerne en fait la gouvernance de la data, tout ce qui concerne l'acculturation de la data. Et j'ai un deuxième pan autour de la performance. En fait, c'est comment en fait j'explique toute la performance que je peux avoir autour du business pour acculturer aussi les collaborateurs sur la culture du résultat. Chez SNCF Connect and Tech, vous nous connaissez. Alors, vous nous connaissez surtout. Alors moi, je vous connais, maintenant les auditeurs aussi, j'imagine. Tout J'espère le monde est client, hein, j'imagine, de SNCF. Voilà, on nous connaît énormément sur la partie en fait distributeur. SNCF Connect distribue des billets de train. Donc, en fait, l'objet tout en un des mobilités durables. En fait, on distribue des billets de train, mais aussi on rend des services autour de l'information voyageur. Et du coup, c'est à peu près, j'ai donné quelques chiffres, 1 milliard de visites. Du coup, dans une année, ce qui est quand même beaucoup de volume. Donc ça, vous nous connaissez et vous nous avez dans votre poche. On en reviendra sur les nombres de données, c'est important. 1 milliard. Et le deuxième pan, en fait, c'est plutôt la partie solution technologique. Donc ça veut dire, par exemple, quand vous prenez le train, vous avez en fait les contrôleurs qui sont munis d'un outil. En fait, nous travaillons du coup avec eux pour leur rendre cette solution technologique. Ça, c'est un exemple. Ou alors pour les régions, on distribue des solutions comme Just Go, en fait, qui permet en fait de prendre le train sans avoir son billet et de se géolocaliser et de sortir au train et dire j'ai fini mon trajet. Voilà, donc c'est SNCF Connect and Tech, c'est plus de 1000 collaborateurs. Et c'est essentiellement des techs, en fait. C'est 2/3 des employés qui sont collaborateurs tech. Très bien, écoute, et du coup, ton rôle alors exactement dans tout ça, parce que directrice performance et data, ça veut dire quoi exactement? Alors, ce rôle... C'est un terme, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir exactement ce que tu fais au sein du groupe. Alors, un rôle évidemment stratégique, puisque du coup, cette direction, elle a été créée il y a 2 ans. Donc, c'est vraiment en fait de remettre de la hauteur et de la stratégie sur les sujets data et pour qu'il y ait un pilotage au niveau du COMEX, donc du CODIR SNCF Connect and Tech. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Donc, c'est plutôt des sujets autour de stratégie et de s'assurer que la data, en fait, elle est gouvernée, elle est de qualité. Enfin, il y a énormément d'enjeux autour en fait de la donnée. Parce que je sais qu'on va revenir après. Tu rigoles parce que tu sais très bien ce que je vais dire. Sans data, pas d'IA. Donc, voilà. Du coup, il y a un prérequis très fort qui est autour de la donnée et qui est très fort. Et donc, du coup, nous, on a 3 prérequis assez importants. Et mon rôle consiste à vraiment les mettre en œuvre. On va dire la data éthique, ou souvent je dis la data utile. Et ça, c'est vraiment important. On ne collecte pas tout. Donc, mon rôle, c'est vraiment de m'assurer qu'on collecte que ce qui est utile pour nos clients. Il y a la data, en fait, doit être évidemment de qualité, parce que si jamais vous sortez une donnée de qualité, pareil, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, en fait, vous prenez des décisions qui sont erronées, ou alors même l'IA peut donner en fait des informations qui le sont aussi. Bien sûr. Et enfin, le dernier sujet, c'est la partie accès à la donnée, démocratisation de la donnée. Quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est que la donnée, elle ne doit pas être dans un coffre-fort. Il faut évidemment ouvrir ce coffre-fort et donner accès à cette donnée à un plus grand nombre. Donc ça, c'est vraiment cette partie-là qui m'anime. Et la deuxième jambe quand même, puisqu'on a parlé de la première jambe qui était en fait du coup la data, c'est m'assurer en fait que tous les collaborateurs soient équipés de données qui les aident à être plus performants en fait, qui est une de nos valeurs très fortes, et aussi qu'on puisse prendre des décisions grâce à la donnée. Ouais, donc pas mal de rôles au sein de ton rôle principal. Comment tu es arrivé chez SNCF? On aimerait bien savoir aussi au Deep Talk comment les décideurs arrivent à ce poste-là. C'est quoi ton parcours? Si tu peux nous simplifier ça en quelques mots. Alors, un parcours assez, on va dire, classique quand même. J'ai fait des études de maths. J'ai fait un DEA de maths. Comme souvent. Comme souvent. Chez les invités du Deep Call, c'est souvent des maths ou des statistiques. Et voilà.
Moi, ça s'appelait à l'époque, c'est des théories des jeux et applications à l'économie, en fait, donc des maths appliquées, en fait, dans certains domaines, de l'économétrie, évidemment. Et après, j'ai décidé c'était le début d'Internet, c'était le début, en fait, des enchères sur Internet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un mémoire à l'époque sur les enchères sur Internet et savoir quelles étaient la stratégie d'enchères à mener, en fait, du coup, est-ce qu'il en existait une, quelles étaient cette théorie qu'il fallait écrire. Et en fait, en écrivant cette théorie, forcément, j'ai rencontré des gens, donc du coup, dans le nouveau monde du digital. Et là, ça m'a ouvert des portes incroyables et je me suis dit, c'est là-dedans que je veux aller. Donc, je suis partie, j'ai fait une école de commerce pour avoir un master marketing digital. Et du coup, j'ai fait 10 ans en fait, dans une web agency. Et là, ça fait 10 ans que j'ai rejoint le groupe SNCF Connect. Alors, SNCF, ça s'appelait Oui SNCF à un moment, ensuite ça a changé de nom. Alors même quand je suis arrivée, ça s'appelait Voyage SNCF. Exactement, Voyage SNCF à l'époque. Je me rappelle encore en train de saisir des voyages sur Voyage SNCF. Et je suis arrivée pour justement, et c'était rigolo, c'était l'objectif de rassembler les équipes data mining, les équipes du coup web tracking, web analytique. Et du coup, j'avais un poste qui s'appelait data et web mining. C'était des sujets assez innovants à l'époque. Et donc du coup, en fait, après l'opportunité technologique a fait que, après, il y a eu des data scientists. Tu as fait de la data science ou un petit peu chez SNCF, j'ai cru voir ça. Tout à fait, exactement. Tout au début, en fait, c'était des profils assez différents en fait, des profils qu'on a aujourd'hui parce qu'on se cherchait beaucoup. Oui. On avait beaucoup de chercheurs, hein, donc c'était des gens qui avaient fait des thèses aussi. C'était des gens qui étaient très capés intellectuellement en mathématiques, qui comprenaient vraiment les algos en fait. Hein, voilà. Et puis, au fur et à mesure, on a bien vu, hein, les data scientists, le métier a changé et on est devenu beaucoup plus business-driven tout en ayant, en fait, du coup, un vernis très technique fort. Et du coup, tu me tends la perche, tu parles de business-driven, data-driven. Comment est gérée, alors c'est toujours intéressant, on rentre bien dans le détail, comment est gérée la data au sein de SNCF Connect & Tech? Est-ce que vous êtes centralisé, décentralisé, data mesh, data-driven? Comment c'est géré aujourd'hui chez vous? Alors aujourd'hui, pour l'instant, la data, elle est elle est centralisée. Tout est centralisé chez nous. Nous, c'est assez simple, hein. On est un pure player, donc c'est assez facile. On déverse ça dans un data lake et après, on donne accès en fait en fonction de la donnée et en fonction des utilisateurs aux personnes qui ont le droit. Ça, jusque-là, c'est assez simple. Par contre, on est très, très en regardant sur justement les sujets qu'il y a de data mesh parce qu'on en parle beaucoup. Et en fait, on se dit qu'avec l'opportunité qu'on a d'être justement, SNCF Connect devient un objet de tout en un des mobilités durables, on n'a pas que la donnée du e-commerçant aujourd'hui, on a d'autres données. Et en fait, dans notre vision, c'est bien d'aller vers du data mesh demain, mais pour l'instant, on est dans cette trajectoire, on n'y est pas encore. Donc centralisé pour l'instant et puis un objectif d'être data mesh à l'avenir. Ok, parfait. Alors, dans Deep Talk, le sujet principal, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Il y a une révolution qui s'est passée il y a à peu près plus d'un an maintenant, 1 an et demi, en novembre 2022, si je ne dis pas de bêtises, l'arrivée de ChatGPT et de l'IA générative qui a été démocratisée pour le commun des mortels. J'imagine la révolution que ça a dû être au sein de la SNCF de devoir arriver ce genre de nouvelles technologies. Alors, l'IA, tu vas me dire que bien sûr, ce n'est pas nouveau pour toi, j'imagine bien. Du coup, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a découlé de cette arrivée de l'IA générative? Alors déjà, je pourrais te poser une question. Ah oui, je veux bien. Est-ce que l'intelligence artificielle existe? Alors la vraie intelligence artificielle, comme on dirait l'AGI, la fameuse intelligence généralisée, pour l'instant on n'y est pas. Ce qu'on a, c'est des modèles de machine learning, des modèles de data science et de l'IA générative, avec des modèles de type LLM par exemple, large language model. Mais du coup, oui, c'est moi qui pose des questions. Non, mais bon, j'avais envie de te la poser parce qu'en fait, c'est vrai qu'il faut remettre un peu le contexte de c'est quoi l'IA. Donc, du coup, moi, je présente ça plutôt comme un écosystème en fait, dans lequel on y met beaucoup de choses. On y met évidemment des modèles, on y met des algorithmes. Et en fait, souvent, quand je parle avec les personnes autour de l'IA, on se rend compte qu'on dit le même mot, mais qu'on ne parle pas de la même chose. Donc, c'était pour ça que c'est important de bloquer le vocabulaire et c'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi aujourd'hui sur l'IA. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast et qu'on fait Deep Talk et c'est pour acculturer ce qu'on disait en début, acculturer un peu les personnes sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça Donc, déjà, nous, l'IA, donc effectivement, on a plusieurs use cases et du coup, je vais raconter un peu l'histoire. Mais on va commencer pour l'IA simple, on va dire, ou analytique, ou logique, ou statistique. Enfin, il y a plein d'IA différentes là que je viens de citer. Nous, au début, on s'est fait une conviction forte, c'est que, et c'est assez, je trouve ça assez rigolo de le vivre à l'époque, est arrivé l'IA et des startups, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'innovations et beaucoup de gens s'y sont mis autour.
Et notamment, on avait des gros enjeux de volumétrie, mais on a beaucoup de volume. Et en fait, on avait besoin d'aide en fait, sur ce qui s'appelle des scorings et des ciblages. Et un des premiers usages, c'est pas le premier, mais c'est un des premiers, on s'est dit comment on allait faire pour accélérer ces sujets de presque scoring à la volée, ciblage à la volée, en fait, par rapport à nos volumétries de données. Donc ça, il y a déjà quelques années qu'on a fait ça. Et ça tombait bien parce que dans mes équipes, j'avais une personne qui était dédiée au ciblage, d'accord. Et en fait, à chaque fois, les personnes au bout de 2 ans partaient. Et donc, du coup, nous, on s'est intéressés. On a travaillé avec une start-up à l'époque qui n'est plus une start-up française, mais en tout cas, qui nous a accompagnés dans le domaine. Et du coup, on a vraiment vu les changements, c'est-à-dire qu'on a pris cette solution. Ça nous a permis, en fait, la personne qui travaillait chez moi sur ces sujets-là, de travailler sur plutôt de l'analytique, plutôt de trouver les points saillants autour, en fait, des ciblages, plutôt que de faire des ciblages. Et ça a complètement changé son métier. Donc ça, c'est un des usages qu'on a fait il y a très longtemps. Ensuite, il y a d'autres usages en fait que vous avez classiquement. Nous, on a créé le chatbot parce que tout le monde parle des chatbots. Nous, en 2016, on a créé notre chatbot, on a créé TOC, on l'a mis en open source. Et donc, du coup, c'est vraiment tous ces sujets autour du langage naturel. À l'époque, c'était NLP. Voilà. Et aujourd'hui, il y a l'IA génératif qui arrive. Donc, on est encore aujourd'hui en phase d'expérimentation, mais je peux vous donner tous les cas d'usage, en tout cas, on va y sont dans ma revenir sur petite tous boîte. les cas d'usage. Du coup, c'est vrai, Si c'est vous intéressant avez parce que tu nous parles d'NLP. Alors, NLP, c'était, on va dire, il y a 4-5 ans, l'essor du NLP. Peut-être une petite question piège. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à faire une différence entre le NLP et l'IA générative? Est-ce que tu arrives à détecter un peu la différence? Alors, les data scientists, parce que je vais parler au sein des Bien équipes sûr. et du coup, je suis assez en phase avec ce qu'ils racontent, font une différence puisqu'en fait, nous, on a un chatbot aujourd'hui qui est basé sur DNLP et on teste en fait des large language models et du coup, on compare en fait la performance et donc du coup, oui, nous, on en fait une différence. Et alors, Mais quoi, c'est peut-être de l'horlogerie en fait, Ah oui, d'accord. du coup, dans le sens de ce qu'on pourrait imaginer. Mais en tout cas, c'est bien. Donc c'est bien différent, ok, d'accord. Pour moi, c'est une évolution, on est d'accord. L'IA générative, c'est l'évolution. On parle de fine-tuning, on parle de multimodal. Donc on améliore, en fait, si tu veux, ce que j'ai compris, c'est qu'on améliore les langages et on améliore les chatbots, justement, avec l'IA générative. Voilà. Du coup, je peux juste me permettre. Alors, on améliore, justement, nous, on le teste. C'est-à-dire qu'on a déjà un chatbot qui existe. Alors, avec aussi tout le bagage. Faites de la B-test, en fait. Faites de la B-test, vous voyez les réponses entre les deux? Ouais, alors c'est pas vraiment de la B-test, on teste la performance selon des critères, mais en fait, s'il est juste ou pas juste, enfin voilà, s'il fait des hallucinations, voilà, chercher le terme, mais voilà, les fameuses. Parce qu'en fait, voilà, et en fait, tous ces tests-là, et aujourd'hui, pour l'instant, les tests qu'on a fait, alors, est-ce qu'on les a bien paramétrés? Enfin, ça pose plein de questions. Est-ce qu'on a mis les bons prompts? En fait, en réalité, l'IA générative tire énormément en fait, de compétences, que c'est pas si simple que ça. Et donc, dans les premiers tests qu'on a fait, on a voulu faire et du chat GPT et des choses en interne. On n'est pas complètement en fait convaincu aujourd'hui, on est convaincu qu'il faut aller vers de l'IA générative. Par contre, les façons dont on a fait aujourd'hui ne nous satisfait pas parce qu'on a une exigence hyper forte, puisque une fois que je vais mettre mon chat en fait en ligne, mon bot en ligne au niveau du client, et ben en fait, il faut que la réponse soit juste. Et tant que cette réponse n'est pas juste, on ne veut pas le déployer. Ouais. Et nous, c'est cette exigence-là, en fait, qu'on vise. Et aujourd'hui, c'est pas simple. C'est du 100%, en fait. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir d'erreurs sur les réponses. Si jamais un client pose une question tarifaire sur un billet de train, ou si jamais un client pose une question et le chat, enfin le bot répond une question complètement fausse, c'est très compliqué, en fait, de l'assumer derrière. Parce qu'en fait, quelque part, c'est notre réponse, le client, voilà, il va être. C'est un peu les limites de l'IA générative. On parlait des hallucinations et je lisais un article avant de venir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, le NLP ou le machine learning, en tout cas, s'adaptait sur un jeu de modèles, un modèle de données qui était existant et du coup, il répondait en fonction du jeu de modèle. Pour le chat GPT, par exemple, pour le chat en interne chez vous, si on a une question sur les billets, il va répondre par rapport à sa FAQ et par rapport à son jeu de données qu'il a avant. L'IA générative, son rôle, c'est d'innover. Et du coup, c'est de remplir les blancs. Et du coup, il remplit les blancs avec ce qu'il comprend et ce qu'il pense comprendre. Et c'est là où on a vraiment une intelligence. Et c'est ça qui est intéressant, mais c'est ça qui est risqué et c'est ça qui pose problème aujourd'hui aux entreprises pour déployer. C'est qu'elles ne peuvent pas se permettre d'avoir 95% de bonnes réponses. Et ces 5%-là, ça reste l'IA générative qui est générée. Comme on n'a pas accès aux données aujourd'hui d'un chat GPT, c'est pour ça qu'on revient encore sur les mêmes sujets. Est-ce qu'il ne faut pas installer justement en interne son propre modèle et l'entraîner? Et donc ça va être les enjeux des années à venir, je pense. Alors, nous, on se ferme pas les portes. Et en fait, en réalité, je pense que ce sera un mixte. Ouais. Il y aura certainement des choses qu'on pourra externaliser et c'est pas grave, parce que peut-être pour de l'interne d'ailleurs, pour des cas en fait qui ont. Mais dès que c'est visible du client, il faudra vraiment se poser la question parce que c'est un service qu'on rend au client
Et donc, du coup, il faut qu'on soit sûr que la réponse sera vraie. Bien sûr, bien sûr. Du coup, tu me tends la perche sur les autres cas d'usage. Est-ce qu'il y a des cas d'usage intéressants? Tu pourrais nous en parler peut-être sans dévoiler les grands secrets de SNCF? Alors, ça, on a parlé du coup du cas d'usage autour du chatbot. Voilà, donc ça, c'est le cas d'usage assez, j'ai envie de dire classique. On en entend beaucoup parler. Je pense que 99% des gens que je reçois ici me parlent du chatbot en interne. Donc c'est bien. On a un deuxième cas d'usage pour nous, alors qu'on va plutôt appeler pour aider, augmenter, améliorer en fait l'humain. Alors, je le dis comme ça, hein, mais et donc on va donner un exemple qui est chez une initiative où on a donné un accès du coup à l'IA générative en fait pour le code, pour nos développeurs en fait. Alors c'est pas qu'ils vont tout à coup mettre les codes et puis du coup on va voir, mais en fait l'objectif c'était de trouver les tâches répétitives, notamment lors des recettes en fait, lors des tests, pour les accompagner dans ces cahiers de recettes en fait. C'est vraiment ça, on utilise un outil pour accélérer sur les sujets récurrents, pour qu'ils puissent se concentrer en fait sur leur vraie valeur ajoutée, sur la création du code. Donc ça c'est important. Et aussi, on peut utiliser pour optimiser un code, parce qu'on sait très bien que quand on fait du développement, parfois, en fait, on a tellement de lignes de code que c'est toujours très agréable, en fait, de pouvoir optimiser, en fait, la façon dont on va coder. Ça, c'est un exemple, et c'est en cours de test. On ne l'a pas complètement déployé. C'est un POC, on va dire. C'est un POC. Voilà, j'ai demandé avant de venir les résultats du POC. On m'a dit, sois pas impatiente, c'est bientôt. Donc, le POC va se terminer et on aura les résultats. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est évidemment ce que ça a augmenté dans leur productivité. Ça, c'est évident, puisque du coup, ça peut les aider. Mais j'aimerais aussi avoir le ressenti quand ils ont utilisé, en fait, l'intelligence artificielle. Ah non, c'est hyper intéressant parce que, bon, donc ancien développeur comme toi, tu as touché au code, j'imagine, comme tout le monde. C'est vrai que, d'avoir du code bien commenté, bien testé, on écrit les tests avant, bien sûr, quand on fait du code. Donc c'est vrai que ça nous fait gagner un temps fou d'utiliser l'IA. Encore faut-il bien l'utiliser. Encore faut-il pouvoir aussi exporter son code sur qui sont des données confidentielles. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu, je pense. Pareil sur les années à venir. Tout à fait. Alors nous, on a fait c'est très cadré en fait. On n'a pas fait ça. Voilà. Mais en tout cas, on trouve qu'il y a une valeur ajoutée. Enfin, on peut accélérer certains sujets. On peut du coup des missions en fait qui peuvent être rébarbatives, un peu récurrentes, on peut les accélérer. Un deuxième exemple qu'on cite aussi un peu dans la presse, mais en même temps c'est une réalité. C'est toute la partie SEO. Oui. Aujourd'hui, on sait que pour être référencé, en fait, on a besoin de plein de choses, des tags, du contenu, des images. Et donc, du coup, l'IA générative nous accélère, en fait, cette création de contenu. Voilà. Et puis, dans les langues aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a en français, ça va beaucoup plus vite, en fait, de les mettre dans d'autres langues. Donc ça, c'est aussi un usage, en fait, qu'on regarde chez nous. T'as d'autres use cases à nous partager, du coup? Parce que là, donc, tu nous as parlé, si je résume, du chatbot, tu nous as parlé de l'aide au niveau du développement, tu nous as parlé du SEO et de tous les tags qu'on peut adapter sur les... Et peut-être un dernier aussi, c'est qu'en fait, on a du coup chez nous des centres de relations clients. Et du coup, aujourd'hui, ils ont beaucoup d'outils, en fait, et du coup, ils chattent en direct avec les clients. Et en fait, on est en train de tester justement l'opportunité de les aider à faire une réponse déjà prédéfinie, sans que ce soit celle qui sera diffusée, en fait, devant le client, mais en tout cas pour accélérer la réponse qu'il faut rendre au client, tout simplement, en ligne. Donc, vraiment présent à différents niveaux de l'entreprise, à la fois facing client, à la fois... développement, IT et à la fois marketing. Donc, on sent vraiment qu'aujourd'hui, on est vraiment, même si on est au début, ça fait maintenant 1 an que ça explose l'IA générative, on est vraiment utilisé sur pas mal de strates au niveau de l'entreprise. Si on parle un peu d'actualité sur ces derniers mois, alors il y a eu l'IA Act avec les nouvelles réglementations européennes, il y a eu le CES 2024 à Las Vegas, où je crois que pratiquement tous les sujets, il n'y avait pas un sujet ou un endroit où on ne parlait pas de l'IA générative. Comment vous allez cadrer la réglementation justement éthique et la réglementation européenne sur vos projets d'IA en interne? Alors ça, c'est vraiment des sujets en fait qui nous tiennent à cœur. Évidemment, on travaille dessus. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour que les clients sachent si c'est un bot, une IA qui répond versus un humain. Je trouve ça très bien d'avoir cette transparence. Et donc, du coup, on y travaille. Alors, on n'a pas encore complètement tout écrit, mais en fait, on est dessus pour donner cette transparence aux clients. Et sur le CES, en fait, il y a eu quand même pas mal d'innovations aujourd'hui. Énormément, j'ai trouvé très technologique au sens
des écrans, enfin voilà, très du coup objets. Donc en fait, on va s'inspirer de ce qu'on y a vu évidemment, mais j'ai pas encore trouvé de cas concret à appliquer pour l'entreprise. D'accord. Tu me parles des objets, il y a aussi la partie robotisation. Est-ce que vous posez la question justement sur automatiser? Alors, on parle de SNCF. Est-ce qu'il y a des automatisations qui sont prévues, notamment sur, j'ai pu voir, alors c'est pas vous, mais c'est vos amis de la RATP, qui justement ont enlevé le ticket physique. Est-ce qu'il est prévu, par exemple, pour la SNCF de retirer les tickets papier? En fait, tu mets un bon point, c'est qu'en fait, nous sommes le distributeur de la SNCF. Ah bah voilà, tu vois, oui. Et en fait, du coup, c'est le transporteur qui édite son billet de train. Ah, donc je ne peux pas parler à la place du transporteur. Ok, ouais. C'est vrai qu'il y a une petite technologie. Et du coup, est-ce que sur l'application, du coup là c'est plus votre métier, l'application mobile, je sais qu'elle est vraiment bien faite, en plus bien développée, très utilisée. Alors je sais pas si tu as à peu près les noms, c'est peut-être une question que tu n'as pas la réponse, le nombre d'utilisateurs de l'application au quotidien. Au quotidien, je le vois pas dans ce chiffre-là, mais quand je dis qu'il y a 1 milliard de visites, sachez que la plupart c'est sur l'application, c'est pas du tout sur le site. Aujourd'hui, enfin, il y en a une partie sur le site, mais il y a 2/3 qui sont sur l'application. Il y a un vrai usage. Alors, du coup, on peut parler de l'usage et du coup de ce qu'on peut faire sur le. En fait, vous achetez un billet de train, ça vous nous connaissez, c'est le e-commerçant, mais il y a tous les services aussi associés derrière. En mode perturbé, vous vous inscrivez, vous recevez une notification, par exemple. Il y a donc tout un service autour de l'objet en fait de SNCF Connect. Voilà. Et donc, si on peut parler d'IA, du coup, de qu'est-ce qu'on développe. Donc, aujourd'hui, on a la fameuse barre de recherche que vous connaissez, parce que d'ailleurs, je ne l'ai pas du tout citée en termes d'usage, mais c'est voilà, très bien fait. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, pareil, on veut aussi s'améliorer, d'être toujours beaucoup plus pertinent. Si je voulais des chiffres, il y a 1 visite sur 2 quand même qui utilise cette barre de recherche. Donc, du coup, on se pose toutes ces questions-là pour... Alors, ce n'est pas automatisé, parce que c'est déjà automatisé, mais pour nous, c'est pour accélérer. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec l'IA et la data? Parce qu'en fait, les deux sont quand même très liés. C'est vraiment sortir des nouvelles fonctionnalités pour le client. Il y en a une qui est sortie fin décembre l'année dernière, qui a fait beaucoup de réactions clients très positives. C'est ce qu'on appelle l'alerting train complet. Donc, je ne sais pas si vous l'avez du coup utilisé. Moi, j'en ai entendu parler. Je ne l'ai pas utilisé parce que malheureusement, je n'ai pas pris le train là, récemment pour partir au ski, par exemple. Mais ouais, j'aimerais que tu nous en parles du coup. Et du coup, alors là, c'est vraiment, donc vous avez envie d'acheter un billet de train, vous voyez que votre train, il est affiché complet, et en fait, on vous laisse l'opportunité de vous inscrire à une liste d'attente. Et en fait, à un moment donné, donc ça, c'est très simple, le client s'inscrit. Qu'est-ce qui se passe en fait en back-office? Nous, on a le train qui est affiché train complet. D'un coup, une place va se libérer parce qu'une personne va avoir annulé son billet de train, par exemple, le cas le plus classique. Et donc, du coup, nous, ce qu'il va faire, c'est qu'on va en back-office récupérer cette information, bloquer la place, le temps en fait nécessaire pour que la personne qui est en haut de la liste puisse la réserver. Et donc, on va envoyer une notification et on va dire à la personne, il y a une place qui s'est libérée, dépêche-toi, tu as tant de temps pour l'acheter. Et à ce moment-là, en fait, la personne décide de l'acheter oui ou non. Et si elle l'achète, on est très content parce qu'en fait, elle a pu prendre son train. Pardon. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il y a quand même 80% des personnes qui se sont inscrites en fait, à l'alerting train complet qui ont vu en fait une proposition sur le train complet sur lequel ils s'étaient inscrits. Et donc, c'est plutôt un vrai succès. Un vrai succès, ça fonctionne et ça permet aux gens de prendre des trains qui n'avaient pas forcément de place. Et ça vous permet à vous aussi de remplir. Alors, c'est une bonne question. En général, un client, en tout cas, il faut qu'on aille beaucoup plus c'était, dans les analyses, mais il avait déjà un train, en fait. C'est juste qu'il va changer son mode de déplacement. Il y en a, évidemment, qui n'avaient pas encore acheté leur billet de train. Donc, pour ceux-là, évidemment, c'est une opportunité de voyager en train. Et il y en a qui ont juste échangé leur billet qu'ils avaient pris sur un autre créneau horaire. Ok, parfait. Et ça utilise l'intelligence artificielle? C'est une bonne question. Ah non, oui, parce que tu me parles de ça. En fait, oui, j'en parle, je sais, parce qu'en fait, je voulais parler de fonctionnalité. Ouais. Mais en fait, c'est que de la data. Ouais, en fait, pour l'instant, c'est que de la data. Pour l'instant, c'est de la data, c'est très simple. C'est un mécanique avec des règles de logique. Et puis, du coup, en fonction, si on rentre dans les règles, on pousse du coup le sujet. Mais c'est juste pour vous dire que on va mettre l'IA en fait accessible. Enfin, on va accélérer les sujets d'IA de plus en plus pour améliorer les fonctionnalités. Ouais. Et oui, on commence par la data. Bah, c'est très chouette parce qu'en fait, ce qui compte, c'est qu'elle soit de qualité, ce que je vous ai dit. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure et on a dit qu'on allait y revenir, donc c'est l'occasion du coup. Voilà. Et donc, c'est très important pour nous. C'est un use case où il n'y a pas d'IA, mais en fait, en même temps, il y a tous des algorithmes derrière et il y a tout un écosystème qui fonctionne en fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA, mais on parle très peu de data. Et la data, on peut en revenir. Mais c'est vrai que si on n'a pas une data propre, comment tu veux qu'on puisse faire une IA intéressante? Puisque l'IA est basée sur les données.
Donc, si les données ne sont pas de qualité, on ne peut pas y revenir. On ne peut pas avoir une bonne IA. Voilà. On peut avoir des bonnes réponses, en tout cas, c'est sûr. On aime bien parler au Deep Talk d'avenir, de futur. On parlait, j'ai des intervenants qui me parlaient de boules de cristal. Comment tu vois l'évolution de l'IA alors, en entreprise, parce que c'est le sujet, au sein des entreprises, au sein des organisations, mais aussi en termes d'innovation? Est-ce que tu vois des modèles qui vont être encore plus performants, qui vont être encore plus consommateurs de paramètres, ou au contraire, un peu à la Mistral, tu vois des IA génératives qui vont, ou des modèles plutôt, qui vont consommer de moins de données, mais qui vont être encore plus performants? C'est quoi ta vision un peu sur l'avenir justement des IA? Alors, sur l'avenir des IA génératives, je pense que ça va changer en fait les métiers. Donc, c'est un peu ce côté un peu hybride humain-technologique. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne opportunité en fait pour qu'on puisse se concentrer sur les expertises du coup des collaborateurs. Moi, je rêverais en tout cas dans mes équipes qu'on utilise beaucoup plus l'IA générative pour nous. À savoir, souvent on vient me voir Petit en me disant... message pour les équipes d'Angélique. Voilà. Souvent on vient me voir pour me demander un chiffre. Bon, alors il y a combien de clients par exemple par jour sur... voilà. Et c'est quoi cette définition? C'est quoi un client? C'est quoi toute cette... Finalement, c'est cette information qui est stockée. C'est plus facile de le demander à moi parce que j'ai l'information et je la donne tout de suite. Mais en réalité, toute l'acculturation en fait du coup et cette partie-là, j'aimerais que ce soit mis à disposition à un plus grand nombre. Et je pense que l'IA générative va accélérer. Donc, il y a un côté de démocratisation. Donc, oui, je trouve que pour l'entreprise, ça va accélérer certains sujets autour de la démocratisation de la data et de l'IA. Ça, c'est le premier sujet. Les métiers aussi, ça va changer les métiers. C'est-à-dire que moi, je me pose pas mal de questions quand même sur l'IA générative. Dans mes équipes, on n'en a pas parlé, mais sur la partie performance, en fait, j'ai des data analystes et des business analystes qui passent leur journée, qui font un travail de dingue avec la data sur des modèles aussi de prévision. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin, aller plus vite, aller encore peut-être en temps réel? Enfin, c'est vraiment cette notion de temps en fait que j'aimerais qu'on accélère. Et voir est-ce que l'IA générative ne va pas les aider à aller à un cran plus loin dans leur métier. Et un exemple concret, c'est qu'en fait, l'IA générative pourrait faire l'analyse descriptive de niveau 1. Oui. Et en fait, l'identification du point saillant, ce seraient les équipes qui le feraient. Donc là, c'est toute une transformation qu'on opère sur ces métiers-là. Et moi, j'y crois. Et du coup, c'est des challenges que je vais leur donner dès cette année. C'est bien, c'est noté. Hein. Tu le diffuseras en interne, du coup, pour toutes les équipes. Voilà. Non, mais c'est important ce que tu dis. Tu mets le point sur quelque chose qui est important, c'est que quand l'IA générative est sortie, il y a eu beaucoup de sujets où des gens nous disaient, par exemple, ça va tuer des métiers. Il y aura plein de gens qui ne vont plus avoir de métier à cause de l'IA. Un peu comme à l'époque de l'essor d'Internet, ça va tuer les livres ou des choses comme ça. Et moi, j'ai un peu la même vision que toi. Angélique, c'est de dire, en fait, on va aller appuyer sur d'autres compétences. Et puis, les tâches rébarbatives, ce que tu disais tout à l'heure, les tâches rébarbatives ou les tâches à moindre valeur ajoutée vont être faites par les IA. Donc, moi, je vois plus l'IA comme un compagnon, en fait, comme un copilote. Moi, j'adore le terme de copilote qu'a choisi Microsoft pour ses outils. Je les vois comme un copilote et du coup, qui vont permettre d'augmenter un peu la productivité. Parce que les gens ne vont plus faire des tâches répétitives et des tâches rébarbatives qui ne vont plus être intéressantes. Et du coup, on va plus jouer sur les compétences des collaborateurs et sur leur intelligence, en fait, et sur ce qu'ils vont pouvoir nous apporter. Donc, là-dessus, je te rejoins complètement. Donc, pas de perte d'emploi pas de perte d'emploi à l'avenir à cause de l'IA. Au contraire, un accompagnon et une augmentation de la productivité. C'est ça un peu que tu vois pour l'IA. En termes d'outils, on n'est pas rentré dans les outils. Je ne sais pas si on peut parler d'outils. Alors, je parlais un peu de copilote. Vous êtes outillé comment chez SNCF? Sur la partie IA générative, alors on a testé plusieurs choses. On a testé ChatGPT, donc on a cette phase-là qui est toujours en cours d'ailleurs, ça oui. On a développé quelque chose aussi en interne, Homemade. On a essayé de faire des choses avec des modèles. C'est beaucoup plus compliqué en fait que ça ne paraît. Source, des modèles open source. On s'est fait accompagner aussi par... Je ne peux... Voilà. Tu peux pas nous dire ce que c'est. Pas unique du coup, non. Donc en fait, pour l'instant, c'est ce que... Sur l'IA, en tout cas, on s'ouvre toutes les portes. En fait, en réalité, on expérimente et je pense qu'on est au début de l'histoire. Et en fait, on va continuer. Donc après, la question que j'aimais bien quand même, c'est l'avenir de l'IA. Est-ce que du coup, sur la donnée, moi j'ai plutôt envie... Alors, j'ai beaucoup de mal à répondre à ça encore parce que j'appréhende encore tous ces sujets-là. Et en fait, en même temps, elle est née du volumétrie de la donnée. Donc, lui en donner moins et mieux, pourquoi pas. Mais je me pose des questions. C'est pas tant moins et mieux, c'est surtout de qualité, j'ai envie de dire. C'est surtout ça le plus important. C'est toujours le même sujet, en fait. On peut lui envoyer des milliards de paramètres, mais si derrière les paramètres ne sont pas de bonne qualité... Voilà. Alors après, les modèles aujourd'hui, je pense qu'ils intègrent un peu toutes les données. C'est un peu comme des gros consommateurs de données. Et
puis après, ils vont essayer d'améliorer les modèles avec de l'humain, encore une fois, puisqu'ils testent sur les résultats des modèles, ils testent en fait la réponse humaine. Mais après, la question, c'est quand on va donner à l'IA des données qui vont être générées par d'autres IA, là, ça risque d'être un peu compliqué. Donc oui, la qualité de la donnée, ça va être un vrai sujet. C'est pour ça que le data management, les data catalogues, c'est des vrais sujets d'avenir pour moi, qui ressortent. Moi, je le vois de plus en plus auprès de mes clients. Tout le monde cherche des profils de ce type-là. Donc voilà, donc un contexte comme ça, je vous en donnerai un, il y a Claude aussi. Oui, exact. Voilà. Comme ça, tu peux en parler. Ça t'aura dit tous les noms. Voilà, comme ça, moi, et du coup, qui est vraiment en cours justement d'affinage dans les équipes. Et du coup, on est en train de tester voir sa performance. Ok, très bien. On se rapproche pratiquement de la fin du podcast. On va essayer de parler des sujets un peu plus hors IA. Alors, tu sais que moi, je dirige le cabinet Unique. J'ai pas mal de consultants qui sont intéressés par intégrer vos équipes et SNCF qui est un super compte. Quelle serait la qualité première que tu rechercherais chez un collaborateur? Alors, ça fait un peu question d'entretien, mais bon. Oui, une question. Alors, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la curiosité et la transparence. C'est-à-dire que quand moi, j'ai un collaborateur qui est venu me voir, comme ça, je raconte une petite anecdote en même temps, un tout jeune qui me disait, qui finalement ne savait pas faire du SQL, d'accord, on lui demandait de faire une tâche et on ne savait pas qu'il savait pas faire du SQL. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ChatGPT, il lui a fait le code et après, il est venu avec la réponse. On a été bluffés. Donc, il faut de l'audace, de la curiosité. Voilà, c'est vraiment les deux sujets en fait les deux sujets, mais du coup les deux compétences qualité que tu vas rechercher chez un collaborateur. Voilà. Donc le fait qu'il est venu avec un code qu'il n'a pas même lui-même généré, ça te dérangeait pas? Ça m'a pas dérangé parce qu'en fait il l'a dit. Donc du coup j'ai pu savoir aussi qu'il l'avait utilisé. J'ai trouvé ça très chouette. Honnêteté du coup. Honnêteté, voilà, exactement. Et deux, il a eu de l'audace parce qu'en fait, il n'a jamais dit au début du projet, je ne sais pas faire. Il a pris le sujet, il s'est dit, je vais avoir de la curiosité, je vais me débrouiller et il a réussi. Donc, j'ai trouvé ça plutôt bien vu de sa part. Et je pense qu'en réalité, c'est des profils comme ça dont on a besoin parce que la technologie, elle va aller très vite, elle va évoluer très vite. Aujourd'hui, on a fait un benchmark de toutes les IA qui existent et quel usage. Je peux m'assurer que dans une semaine ou dans pas très longtemps, il sera obsolète. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui, dans leur métier, en fait, se soient intégrés, qu'ils aient cette curiosité et qu'ils aient l'audace de tester en fait ces nouvelles technologies. Faire de la veille technologie, ça s'appelle de la veille technologique. Oui, mais que ce ne soit pas réservé à une personne, que ce soit vraiment ancré dans chaque personne de l'entité. Le mot de la fin, ça va être pour toi, Angélique, du coup. Ce qu'on aime bien faire chez Deep Talk, c'est que tu nous proposes un contenu. Ça peut être un contenu en ligne, ça peut être un contenu vidéo, ça peut être un contenu en livre. Mais quel était le dernier contenu que tu as pu consulter et qui t'a paru intéressant? Alors en fait, pour tout te dire, je voulais parler d'un livre qu'on a fait en interne qui nous a beaucoup appris en fait pour anticiper l'innovation et puis travailler sur comment nous, SNCF Connect and Tech, on peut demain accélérer les sujets de mobilité durable accessible à tous. Ça s'appelle en fait Exploration. En fait, c'est un livre qu'on a fait au sein de l'entreprise. On pourra le mettre en description du coup. On pourra le mettre en description, mais en fait, le sujet, c'est que je me rends compte que je ne peux pas te le partager. Donc, c'est un peu dommage. Parce que alors non, on ne mettra pas en description. Tu trouves un autre sujet dans ce cas-là. Je vais revenir peut-être sur le début. Là, l'intelligence artificielle n'existe pas. Je pense que Luc Julia, beaucoup l'ont lu, mais je pense que c'est un livre que je pourrais suggérer. Après, il y en a un autre que j'aime toujours et qui a été ma bible longtemps, c'est le Saporta, en fait. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non, pas du tout, mais je vais le lire. Qui est un livre sur les statistiques, en fait, tout simplement. D'accord. Ça va, c'est visible quand même? Faut être un petit peu averti. Et en fait, c'est toujours d'actualité. Et du coup, c'est plutôt un livre de référence. De temps en temps, je pioche dedans. Et donc, du coup, c'est ma bible personnelle. Mais sinon, il faut regarder les podcasts aussi que tu fais, qui sont inspirants. Merci beaucoup, Angélique. Écoute, merci beaucoup pour ton intervention. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'étais ravi de te recevoir. On n'a pas beaucoup préparé, mais c'était très intéressant en tout cas. Je vous souhaite à tous du coup d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Suivez-nous sur la chaîne YouTube. Vous avez la petite cloche pour vous abonner. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et sur Ocha sur la partie vidéo. Merci encore Angélique et je te souhaite à très bientôt. Merci beaucoup Rémi.